Alors vous savez, Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre que l'on avait oublié dans son commissariat au plan, représentant 36 députés seulement sur une assemblée de 577 membres, donc bien éloigné de la représentation nationale. Et une autre actualité interroge quant à la tournure que prend le règne d'Emmanuel Macron, c'est la mise en garde à vue à Arles du créateur de Zoé Sagan, Aurélien Poisson-Atlan. C'était le 10 décembre pour, je cite, cyberharcèlement trossophobe contre Brigitte Macron. Alors, Zoé Sagan était le nom d'un compte Twitter sur lequel donc, Aurélien Poisson-Atlan revendiquait de mêler la fiction et la réalité. On va en parler avec nos deux intervenants aujourd'hui. Alors, ces tweets concernaient régulièrement la sphère politique, notamment le couple Macron ainsi que le sexe de Brigitte Macron. Donc toute cette mesure interroge. Alors officiellement, il y a 3 autres activistes sur les réseaux qui ont subi le même sort, donc cette garde à vue. Bertrand Scholler, au compte Twitter de plus de 100 000 abonnés, mais aussi des tout petits comptes, comme celui de JLM, un compte réduit de 2400 abonnés, qui aurait surtout retweeté des comptes d'autres personnalités, dont celle de notre humoriste préféré, au bon tweet français. Alors, un autre nom a été révélé par le parquet à Check News de Libération, un certain Jean-Christophe D, habitant dans l'Orne. Alors, Juan Branco et Bertrand Scholler citent pour leur part une trentaine de personnes mises en garde à vue dans la même journée et pour les mêmes motifs. Alors, d'après le parquet, ces arrestations font suite à une plainte déposée par Brigitte Macron le 27 août dernier portant sur des faits de cyberharcèlement et de provocation à commettre une infraction. Alors, cette provocation, elle a été confiée au Pôle national de lutte contre la haine en ligne, à désormais la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP. On va en parler aussi. Et donc, il semblerait que ces gardes à vue soient légèrement abusives, mis entre les mains d'une brigade unique dirigée depuis Paris. C'est ce qu'a confirmé Juan Branco. Et donc, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Juan Branco a révélé que Brigitte Macron et Gabriel Attal, ce sont eux qui ont fait arrêter ces 30 citoyens français à 6 heures du matin. Et donc, on va en parler avec deux intervenants que vous connaissez bien aujourd'hui, Régis de Castelnau et Guilain Benessa. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Valentin. Alors, Régis de Castelnau, vous êtes avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur et chroniqueur, évidemment, sur Toxin tous les jeudis avec Alexandre Langlois. Et puis, nous sommes avec Guilain Benessa. Bonjour, Guilain Benessa. Bonjour Corentin, bonjour. Alors, vous êtes avocat, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple aux éditions L'Artilleur, et dernièrement, On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges aux éditions L'Artilleur aussi. Alors, Régis de Castelnau, je voulais commencer avec vous. Est-ce qu'on peut craindre une atteinte de plus en plus importante à la liberté d'expression dans la Macronie? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire et en quoi elle pose plusieurs problèmes en matière de droit? Euh, la liberté d'expression est menacée en France depuis 2017. Elle était déjà menacée avant, mais depuis 2017, il y a une véritable entreprise de démolition de la liberté d'expression systématique. Rappelons-nous la loi Avia, que le Conseil constitutionnel avait démantibulée, mais dès qu'on peut, on en fait, on prend de nouvelles initiatives. Il y a eu récemment le problème de l'apologie du terrorisme, avec une circulaire où on a eu toute une série de centaines de procédures qui ont été lancées. Il s'agit effectivement de porter atteinte à cette liberté d'expression, mais surtout de l'intimider. De l'intimider, parce que bon, ça a quand même ses limites. Alors on prend des normes et ensuite on met en œuvre de la répression. Cette affaire, elle est assez extraordinaire parce que elle révèle toute une série de problèmes qui sont des problèmes, je dirais, presque organiques. Premièrement, on a confié à un parquet national la lutte contre la liberté d'expression particulière au travers de la fameuse loi Schiappa sur le harcèlement en ligne, et on a confié ça à un parquet national. Et pourquoi je dis que c'est dangereux de confier ça à un parquet national? Parce que on met en cause une règle importante qui est celle des compétences des juges. On ne choisit pas son juge. C'est-à-dire qu'il y a des compétences de matière, bien sûr, juge commercial, juge pénal, juge civil, et il y a des compétences territoriales. Avec le système du parquet national, on maîtrise, on choisit son juge, on maîtrise qui est-ce qui va juger.
et en l'occurrence Paris. Et puis c'est plus facile d'influencer un seul parquet et un seul tribunal que de le faire sur 100 départements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, me semble-t-il, si j'ai bien compris, de façon assez surprenante pour le juriste, c'est-à-dire que on a saisi la justice de l'application d'un texte qui n'a absolument rien à voir, harcèlement en ligne contre Madame Macron, et on a, comment dire, détourné la loi qui veut, l'intention est louable, qui veut protéger les gens qui sont victimes de cyberharcèlement, ce qui est une réalité, qui peut provoquer des catastrophes et même des drames. Là, ça n'a strictement rien à voir. Simplement, on fait de la politique par juge interposé une fois de plus. Une fois de plus. Ce qui est assez grave, c'est que on voit d'abord la volonté d'intimidation. C'est bien évident que c'est une affaire qui aurait pu aboutir à la convocation de personnes qui seraient venues devant la police, déposer, etc., éventuellement être mis en garde à vue. Non, on démarque chez les gens des potrons millés, dès qu'on peut, 6 heures, 7 heures, et puis on débarque chez des gens qui ne sont absolument pas rompus à ce genre de choses et qui se retrouvent en garde à vue, pour certains, 48 heures. Ça, c'est le premier point. Il y a vraiment une volonté d'intimidation. On rappelle, pour des tweets et pour des reposts, c'est-à-dire pour des gens qui ont une influence assez faible sur Twitter. Alors, ensuite, on les renvoie devant les tribunaux. Et c'est là où on peut espérer une fois de plus, mais moi je pense que mon espoir sera déçu, que les magistrats du siège réagissent. Parce que cette démarche qui consiste à dire, voilà, c'est la question que tout le monde connaît, dont à l'étranger on considère qu'elle est réglée. Moi j'ai vu la presse internationale, c'est assez effarant, sur les questions du sexe de Madame Macron. Moi ça m'intéresse pas beaucoup, le fond de cette affaire. Simplement, cette façon de traiter de façon périphérique ce dossier, en lançant des procédures de diffamation qui n'ont rien à voir, en utilisant des procédures qui n'ont rien à voir non plus sur cette question de harcèlement, on essaye d'éviter qu'il puisse y avoir débat sur cette question. Ce faisant, j'espère que les magistrats feront preuve d'un peu de courage, parce que sur le plan juridique, sur le fond, il y a plusieurs, je veux dire, principes et des jurisprudences qui devraient pouvoir s'appliquer. D'abord, il y a une jurisprudence, me semble-t-il, j'ai fait une petite recherche de la CEDH qui dit que les dirigeants politiques sont soumis à un contrôle citoyen de la presse, mais aussi des médias numériques. C'est-à-dire que leur protection de vie privée n'est pas la même que celle du citoyen ordinaire, ce qui est une évidence. Ça, c'est pour la CEDH. Et il y a la Cour de cassation française qui, elle, a dit que, en ce qui concernait, par exemple, les questions d'orientation sexuelle ou autres, dès lors que ça a présenté un intérêt directement politique, ça pouvait avoir une influence sur les politiques qui étaient menées, on pouvait considérer que ça n'était pas une atteinte à la vie privée. Bon, très bien. Le problème qui se pose, et qu'on est obligé de constater, c'est qui a mis Madame Macron en scène politique depuis le début du mandat, même avant, pendant la campagne. Elle est omniprésente, elle prend des positions directement politiques. On nous dit partout que c'est elle qui influence Emmanuel Macron et que beaucoup de ses décisions sont prises à sa demande. C'est ce qu'on nous raconte. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des lieux à l'Élysée, mais c'est une réalité que le rôle politique de Madame Macron avec cette importance. Donc, c'est normal, jurisprudence de la Cour de cassation, et puis l'application des principes, on a le droit de s'exprimer sur un certain nombre de questions. Donc, ce d'autant que les dirigeants, et j'en ai terminé, les dirigeants politiques passent leur temps
à faire leur outing ou coming out, je ne sais pas comment on dit. Récemment, Kasbarian, qui est venu dans Paris Match, s'est allé. Madame Castex, qui était candidate Premier ministre, il y a première chose qu'elle nous dit. Je suis homosexuel, ce dont on se moquait absolument au départ. Donc, il y a quelque chose de finalement profondément malsain, tout ça. Alors justement, Guilain Benessa là-dessus, donc ce que vous dites, Régis de Castelnau, c'est qu'il y a un droit de s'exprimer sur ces questions, et en même temps, il y a un problème de haine en ligne, de cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez que c'est complètement disproportionné, ces 30 gardes à vue pour cette affaire de cyberharcèlement envers Je ne sais Brigitte pas Macron? si on a eu 30. Hein. Alors, d'après Juan Branco et Bertrand Scholler, il y en aurait eu 30. Officiellement, il y en a 4. En fait, alors, mon confrère a complètement raison sur le fait que, je ne sais plus de quand date exactement cette jurisprudence, mais on a une Europe, là, il faut bien le comprendre, on a une Europe à deux styles qui va s'affronter dans cette période un peu terrible sur la question de la liberté d'expression. Je m'explique. Théoriquement, effectivement, le statut de chef d'État, le fait que vous êtes un homme politique fait que la situation à votre rencontre n'est pas du tout la même qu'un simple citoyen. Effectivement, on doit pouvoir critiquer, on va dire, plus vertement le pouvoir, et la CEDH l'a compris depuis longtemps. Rappelons que la CEDH, c'est quand même l'organe qui, la juridiction, je veux dire, qui, sur la question de la liberté d'expression, etc., est la plus protectrice, si je puis dire, ce qui veut dire qu'on a l'habitude de laisser une marge de manœuvre à celui qui a envie de critiquer le pouvoir. Je veux dire, c'est pas absolument invraisemblable, c'est démocratique, je veux dire, d'avoir le droit de faire cela, et de ce strict point de vue, et encore, je suis tout à fait d'accord avec Régis de Castelnau, quel que soit le fond de l'affaire, c'est-à-dire la question de l'identité de genre de Brigitte Macron, elle est absolument sans rapport aucun avec la question de la répression et avec les moyens mis en œuvre pour faire taire, et j'allais dire même pas question de faire taire, mais pour avoir le droit ou non de retweeter. On est quand même dans un retweet, c'est-à-dire d'être là, non pas directement à l'origine, mais de relayer un compte tel que celui de Zoé Sagan. Donc, c'est déjà le premier élément. Mais quand je dis il y a une Europe à deux vitesses, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec deux points tout simples qui me semblent très justes, je veux dire, enfin très opportuns de rappeler dans cette configuration. Premièrement, les fameux propos de Thierry Breton, dont on parle d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il semble qu'il tient la corde pour devenir ministre de l'économie, potentiellement du gouvernement François Bayrou. Thierry Breton, lorsqu'il était commissaire européen, nous disait à l'époque que les rebelles, hein, c'était ça le terme, les rebelles ou les insurrectionnels, on pouvait au niveau européen fermer leurs comptes et demander aux plateformes, les plateformes type Facebook, Twitter, ça de fermer les comptes dans la mesure où il y aurait un discours insurrectionnel ou un discours de rébellion. Ça veut dire, alors là, moi je suis désolé, mais quand j'entends le mot rébellion ou le terme d'insurrection, je me demande ce que ça signifie, puisque le principe même de l'opposition en matière politique, c'est de s'opposer. C'est-à-dire vouloir modifier les règles et demander à ce qu'il y ait une dissolution, une démission, un changement de ligne, peu importe. Enfin, ou alors vous n'êtes plus dans l'opposition et officiellement vous dites il n'existe plus d'opposants. Ou alors un opposant est caché dans le terme d'insurrectionnel ou de séditieux, et ça renvoie largement au discours d'Emmanuel Macron qu'on a depuis maintenant 7 ans, qui est que dès que quelqu'un est vaguement hors l'arc républicain, il est un séditieux qu'il convient de faire taire. Donc on a une forme de logique idéologique derrière la Macronie qui est quelque part, et derrière l'Europe, qui est quelque part aujourd'hui quelqu'un qui s'oppose est un séditieux, il finit en cabane. Quelque part, le cas Zoé Sagan est complètement cohérent, j'allais dire, avec cette façon de faire de la Macronie. Et je rappelle, je trouve que le terme est très juste. Je viens d'achever la lecture du dernier bouquin de Mathieu Bock-Côté, le stalinisme sans le goulag. Il a un mot dans l'introduction qui me paraît très juste. Alors, elle est appliquée dans la bouche de Mathieu Bock-Côté à la question du wokisme. Mais il n'empêche, le mot est très juste. Il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui un totalitarisme d'atmosphère. Un totalitarisme d'atmosphère. Je ne sais pas si le terme totalitarisme n'est pas un peu fort. Il n'empêche, il y a dans l'air une sorte d'envie de couper des têtes, de mettre dans l'opposition, c'est-à-dire, ou plutôt de mettre hors de l'acceptable toute personne qui n'est pas dans l'arc républicain, qui fait que je ne peux pas m'empêcher de lire ce totalitarisme d'atmosphère comme une façon de taire ce qui ne plaît pas à la Macronie et à l'idéologie officielle, c'est-à-dire à ce que François Coq appelle souvent la démocratie minoritaire. Et dans ce cas de figure, vouloir absolument
mettre en garde à vue, c'est-à-dire utiliser des méthodes qui paraissent peu adéquates par rapport à une situation dans laquelle on se trouve via une personne comme je veux dire, le gestionnaire du compte Zoé Sagan, me paraît quelque peu inconcevable et franchement représentatif d'une Macronie qui, plus elle est en lambeaux, plus en vient à révéler une volonté de faire taire ceux qui finalement s'opposent d'une façon, franchement, somme toute, plutôt cocasse, parfois drôle et franchement sans problème aucun vis-à-vis d'un. Il n'y a pas de renversement de régime de la part de Alors, Zoé Sagan. oui. Faut pas déconner tout de même. Vous savez, je finirai juste et je laisse la parole à mon confrère. Vous savez, me vient à l'esprit la phrase de Mao Tse-tung qui ouvre Il était une fois la révolution. La révolution ne se fait pas avec courtoisie, avec tact, élégance et je ne sais plus exactement quel est le terme, mais c'est élégance et courtoisie. Je trouve aujourd'hui que les opposants à Emmanuel Macron sont pour l'instant encore élégants et très courtois. Je veux dire, on est loin du coup de force dans la Mm. rue et de la révolution épouvantable que la Macronie se figure avoir face à Ouais, elle. tout à fait. Je rappelle qu'il y en a donc un qui a été qui a subi donc cette garde à vue. JLM a un compte de 2400 abonnés, ce qui est évidemment très peu et qui a un impact évidemment très très faible sur la société française. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la loi Vial, je voulais parler de la loi Schiappa aussi de 2018. Donc c'était une loi à la base qui était pour protéger les faibles. Régis de Castelnau, je rappelle, c'est créer une incrimination pénale sur le délit de voyeurisme, étend la définition de l'inceste aux victimes majeures, donc ça c'est plutôt bon. Et puis il y a encadre juridiquement le harcèlement numérique en meute. Alors aujourd'hui on a l'impression, Régis de Castelnau, que cette loi, elle a été détournée pour faire un procès spectacle de ces 30 personnes mises en garde à vue. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, Guilain a raison concernant un rapport particulier du macronisme, de ce système d'ailleurs, qui ne se limite pas à Emmanuel Macron, concernant la liberté d'expression. On a peur de la liberté d'expression, donc dès que possible, on la réprime, mais ça se manifeste un peu partout dans ce bloc élitaire. Je pense à cette dirigeante Marine Tondelier des Verts, qui dit à propos du réseau X, Twitter, où on le régule, ou on l'interdit. Voilà, c'est comme ça. Hein. Si ça ne dit pas ce que j'ai envie d'entendre, eh bien, on va l'interdire. C'est effarant. Ça n'a provoqué que très peu de réactions négatives, beaucoup de réactions positives. Alors, l'utilisation de ces lois, c'est justement ça qui est dangereux. Lorsqu'elles sont élaborées, elles partent de préoccupations qui sont tout à fait honorables, souhaitables. Mais ensuite, c'est un dévoiement. Et concernant ce problème de l'identité de genre de Madame Macron, qui est devenue, je me répète, à l'étranger, qui est devenu un mème, eh bien, on utilise à chaque fois des chemins de traverse. C'est assez étonnant. On a fait des poursuites en diffamation contre une journaliste ou une lanceuse d'alerte, je ne sais pas trop, qui avait été une des premières à poser cette question. Eh bien, on l'a fait condamner en diffamation pour avoir accusé Brigitte Macron et son frère, je crois, d'avoir modifié un acte d'état civil. Ça, c'était diffamatoire. Et partout, toute la presse a dit, ils ont été condamnés en diffamation parce qu'ils ont mis en cause l'identité de genre de Madame Macron. Alors, c'est pour à chaque revenir, fois la même chose. C'était Amandine Cette Roy fois-ci, et Natacha Ray. Donc c'est condamné à 500 000 € avec sursis, 8 000 € de dommages et intérêts et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Ils ont lancé donc la rumeur en 2021. 500 € avec sursis, mais non pas pour avoir dit que Madame Trogneux était en fait un homme, mais parce que il y avait eu cette accusation de modification d'un acte d'état civil. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir des condamnations avec des magistrats complaisants, des condamnations en disant, regardez, ils ont été condamnés parce qu'ils ont dit que Madame Macron était en fait un homme, ils ont mis en cause l'identité de genre. Donc, ce sont des manœuvres systématiques concernant ce problème particulier, ce problème spécifique. Moi, ce sur quoi ça m'interpelle, c'est cette permanente instrumentalisation
politique de la justice. C'est un de mes dadas. Voilà, une fois de plus, on utilise les forces de l'ordre parce que c'est une violence, la garde à vue telle qu'elle s'est passée. C'est une violence. Bertrand Scholler a décrit ce que ça c'était. Il a été effectivement surpris. C'est pas ce que c'est. Nous, mon cher Guilain, nous on sait ce que c'est qu'une garde à vue et ce qui attend les gens qui y sont soumis. Mais il y a d'abord une violence policière et ensuite une violence judiciaire. Il faut, je veux dire, participer à la procédure, à la poursuite. Faut préparer sa défense. C'est une épreuve. Je suis désolé, c'est une épreuve. Donc tout ça procède d'une volonté d'intimidation et d'habituer le peuple français à cette répression qui est quasi permanente. François Coq, tout à l'heure, que je l'écoutais, disait: est-ce que les Français vont rester patients? Moi, je les trouve extrêmement patients et je me demande si dans cette patience, pardon, il n'y a pas aussi une appréhension. Depuis les Gilets jaunes, on sait de quoi ce pouvoir est capable. Il est capable d'une violence extrêmement importante et il a à sa disposition les forces de police et il a à sa disposition, malheureusement, un appareil judiciaire qui accepte de jouer ce rôle. Alors, Guilain Benessa, là-dessus, sur cette loi Schiappa de 2018, vous avez parlé de la loi européenne avec Thierry Breton. Il y a aussi Elon Musk qui a dit « We are the media now ». Donc, on aurait pu croire que désormais Twitter serait un espace de liberté. Et puis, on se rend compte que même des petits comptes de 2400 abonnés peuvent avoir une garde à vue pour cyberharcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un détournement, une instrumentalisation politique de la justice et de la loi, comme disait Régis de Castelnau? Écoutez, avant d'être précis là-dessus, une remarque générale, c'est que je suis, pourtant c'est pas mon auteur de prédilection du tout, mais je reste un admirateur et un féru partisan plutôt de la théorie, vous savez, de la démocratie selon Karl Popper, qui est quand même que dans le principe, les idées se font face, les idées, toutes les idées peuvent se déployer et ensuite à l'électeur de faire son choix à l'intérieur de ce marché des idées, de faire son choix et de voter pour qui il le souhaite. Ce qui veut dire que la restriction est évidemment l'exception dans la mesure où il faut que toutes les idées puissent s'exprimer. C'est ce qui permet un marché libre des idées et c'est ce qui permet au bout à une société ouverte, comme il le disait à l'époque, de fonctionner. Ou alors, on dit clairement, nous sommes une société fermée, c'est terminé, rentrez chez vous ou faites-vous casser la gueule avec les gilets jaunes. Je veux dire, et officiellement, nous avons changé de régime. Mais je trouve que le pire étant qu'on a un peu des deux, c'est-à-dire qu'on fait preuve constamment de cette apologie de la société ouverte avec Emmanuel Macron, c'est lui qui le dit, et en même temps, on ferme les vannes et on essaye de réguler le tout au maximum, quitte à faire taire ou à essayer d'embastiller ceux qui ont tendance à ouvrir leur gueule. Ça, c'est juste une remarque générale. Alors, sur la question des lois et l'arsenal législatif conçu petit à petit, je suis encore plus réservé que mon confrère. J'ai tendance à croire que ceux qui ont manette savent très bien qu'ils le font pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que je ne crois pas tellement qu'il s'agisse d'un détournement petit à petit. Je pense au contraire qu'il y a une intentionnalité, je veux dire, assez claire, qui est que plus la démocratie minoritaire se replie sur elle-même, plus le socle électoral se réduit, plus on sent que la situation leur échappe, plus il s'agit petit à petit de concevoir un arsenal de façon à calmer le jeu ou à interdire ou à fermer ou à utiliser ce qu'il faut pour réprimer l'opinion. Je m'explique. Les propos que vous relayez à l'instant de Marine Tondelier sur Twitter, c'est pas une exception qui confirme la règle. C'est que globalement, 80% du paysage politique français considère, grosso modo, je n'ai pas fait de sondage, qu'il vaudrait mieux fermer Twitter que le laisser ouvert. C'est-à-dire que Twitter, qui est justement un espace globalement non régulé, qu'on le veuille ou non, je veux dire, il vaudrait mieux le fermer. Pour quel motif? C'est que finalement, on y pense trop mal. Donc les endroits dans lesquels, les plateformes, les zones dans lesquelles on pense trop mal, il vaudrait mieux les fermer. Concrètement, ce que vous savez, Twitter reste assez... C'est pas que c'est théorique, mais ça renvoie à une idée de la toile ou du cyber qui reste un peu trop théorique à mon sens. Il faut revenir à des choses simples. C'est comme si on disait, le PMU du coin, on boit un coup, on entend dire finalement beaucoup de choses pas terribles, on ferme le PMU du coin. C'est comme si on fermait, je veux dire, le tissu dans lequel les gens expriment leurs opinions qui, traditionnellement, donnaient lieu à une espèce de... On ouvrait les vannes, vous voyez, il y a une fonction libératoire d'avoir le PMU du coin, c'est-à-dire que théoriquement, on avait le droit d'y aller, causer avec des potes et dire des choses qu'on ne dirait pas forcément en prenant la parole, je veux dire, à la télévision. Donc c'était l'endroit, le refuge dans lequel il y a quelque chose comme une parole libre qui s'exprime.
Ce que je veux dire par là, c'est que je pense profondément que, si on prend un peu de champ, la notion de société ouverte, elle a été créée, je le disais, par Karl Popper, mais elle a été largement mise en musique, en application depuis 30 ans par George Soros. George Soros, dont le fils Alexander Soros a été reçu par Emmanuel Macron le 11 novembre 2024, soit le moment même où nous fêtions l'armistice de 14-18. Ça veut dire, quelque part, la mémoire des poilus en France nous vaut l'invitation du fils de la multinationale d'Open Foundations, qui est celui qui à la fois adore la société ouverte et la défend aux quatre coins du monde, George Soros, et en même temps a mis, un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron, pour réprimer les opinions dissidentes au libéralisme mondial et au néo-wokisme mondial, réprimer les opinions dissidentes pour que tous les autochtones ferment leur gueule et que la diversité soit la grande révélation de notre temps, la grande révélation. Ça veut dire que le code génétique de la société ouverte version Macron, c'est de tout faire pour que globalement, ce qui ressemble à une gilet jaunisation soit éteinte, coupée, interdite ou réprimée dans le sang. Ça veut dire, si je termine, et je passe la parole, là je suis un peu long, vous m'excusez Corentin, ça veut dire globalement Allez-y. que lorsqu'on a des émeutes à grande échelle comme en juin 2023, là on ne sait pas trop quoi faire, on regarde le match pendant un bout de temps et la France ressemble à une insurrection dans laquelle les flics sont en retrait. Et à côté de ça, lorsqu'on a des gilets jaunes ou aujourd'hui le compte Zoé Sagan, alors là, au bout de 3 minutes, il n'y a pas de problème. On va casser des bras, taper un peu là-dessus et crever des yeux ou fermer des comptes et embastiller, ou plutôt la mettre en garde à vue à 6 heures du matin, des gens qui effectivement n'ont jamais eu affaire avec la violence à la fois réelle et symbolique de l'appareil policier et de l'appareil judiciaire. Alors Régis de Castelnau là-dessus justement, parce que donc Emmanuel Macron a encore 3 ans à gouverner. On l'a vu à l'Assemblée nationale, c'est de plus en plus difficile pour lui de gouverner. Son pouvoir est de plus en plus fragilisé. Est-ce que vous pensez que ça va être de plus en plus difficile de s'exprimer? Et puis aussi, si vous pouvez, voilà ce qu'a dit donc Guilain Benessa, ce deux poids deux mesures entre ces émeutes qui ne sont très peu réprimées et puis à côté un petit dissident sur Twitter qui lui prend une garde à vue. C'est une contradiction. Tout à l'heure, Guillaume a cité Mao et sur la citation se terminait par la révolution n'est pas un dîner de gala. Exactement. Cette fois-ci, je vais moi aussi faire un petit détour par Mao à propos de ce que j'appelle la contradiction, ce qu'il appelait les contradictions secondaires et la contradiction principale. La contradiction principale, c'est que ce système est totalement en bout de course, mais pas seulement chez nous. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Roumanie, c'était tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça porte justement sur ce point de la liberté d'expression. On a annulé, ce qui est ahurissant, une violation mais gravissime du système démocratique. On a annulé un scrutin parce que le candidat arrivé en tête qui allait peut-être être élu, avait fait toute sa campagne par l'intermédiaire des réseaux. Justement. Bien, bon. Donc, je pense que cette contradiction, elle va se poursuivre. Et qui dit contradiction dit rapport de force. Est-ce que ces tentatives qui sont très graves, parce qu'on habitue, mon confrère a raison de dire que le 80% de l'arc politique est favorable au fait qu'on interdise à ses adversaires de s'exprimer. Il y a la culture de la liberté d'expression, du débat contradictoire, elle s'est effondrée dans notre pays. Je parle du bloc élitaire, je parle des élites, c'est assez extraordinaire. Alors, le problème, c'est que ça ne va pas peut-être être si simple que cela. Il y a des contradictions. D'abord, moi, je pense à la justice. Est-ce que la justice va accepter de jouer ce rôle? Je ne sais pas, on verra bien. Mais si on prend l'exemple de la diffamation et on revient à l'identité de genre de Brigitte Macron, si
et vous avez cité tout à l'heure la décision. La décision, elle est, en termes de répression, très faible. Elle est très faible, c'est-à-dire que c'est 500 500 euros euros. Ouais. d'amende avec sursis. Attendez, elle était constituée, la diffamation. Elle était constituée au plan juridique. Bon, après, il y a les dommages et intérêts, c'est de nature aussi à intimider et à faire cesser ce genre de choses. Mais je veux dire, les magistrats ont fait le service minimum. Ils sont capables de faire le service maximum. Ils viennent de le faire, par exemple, sur notre éditeur commun avec Guilain Benessa, l'artilleur, à propos du génocide au Rwanda. Donc, je pense que tout ça va être l'objet d'un combat difficile jusqu'à l'échéance du mandat d'Emmanuel Macron, s'il n'est pas forcé au départ avant. J'utilise le terme pas forcé à la démission. Il y a la question de la destitution. On ne sait pas vers quoi tout ça peut déboucher. Je pense que la situation française est à la fois grave et imprévisible, mais c'est un combat qu'il faut continuer à mener. Que Toxin mène, hein, c'est une petite flatterie au passage. Hein, Et avec vous aussi le jeudi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très, très important de continuer à faire vivre cette liberté d'expression parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et cet épisode qui vient de se produire, il a aussi une caractéristique terriblement déplaisante au-delà du dévoiement des procédures. Alors, Guilain, deux choses. Concernant la décision de la CEDH, c'est 2015, c'est depuis ce moment-là qu'on a cette jurisprudence. Et ensuite, je pense que tous ces textes qu'on nous met en place, qui sont des textes d'encadrement de la liberté d'expression, sont animés tous de mauvaises intentions. Mais on peut les faire passer en montrant qu'il y a quand même incontestablement des problèmes. Il y a incontestablement des problèmes. Moi, je suis sur Twitter, ça charrie le pire et le meilleur, évidemment. Donc, il faut accepter cette contradiction. Je pense que les mois qui viennent, les années qui viennent, seront celles d'un affrontement assez fort. En tout cas, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les médias, c'est vous, hein, la phrase d'Elon Musk, ben, il a gagné. Oui. Alors, ce que ça va donner, on verra, mais il a gagné. Alors, on vient vous dire, alors on fait sortir du bois tous nos Rudi Reichstadt et compagnie, tous nos fact-checkers qui ont des influences, moi, que je considère comme résiduelles, et qui sont d'ailleurs bien protégés jusqu'à présent par la justice, après le scandale du fonds Marianne. Donc, mais je pense que c'est un combat qu'ils perdront. Moi, je pense que le besoin de liberté est trop important. Alors, vous avez parlé, Régis de Castelnau, peut-être qu'Emmanuel Macron sera forcé à démissionner s'il y a une telle pression sur lui, mais alors justement, il va tout faire en sorte pour qu'il y ait la pression la moins grande possible. Est-ce que vous pensez, Guilain Benessa, qu'il puisse utiliser Emmanuel Macron l'article 16 qui lui donnerait à ce moment-là les points pouvoir, et il expliquera que ça sera le chaos politique en France et que cet article 16 est la seule manière pour lui de pouvoir gouverner jusqu'à la prochaine élection présidentielle? Écoutez, je pensais que je vais changer de sujet, mais au contraire, je pense que tout est dit là-dedans. Vous savez, la fameuse phrase d'Hillary Clinton qui considérait les électeurs de Donald Trump comme le panier des déplorables, basket of deplorables, qu'elle avait prononcé en 2016. Vous savez que tout le monde l'oublie, mais quelques années plus tard, au lieu de parler du panier des déplorables, elle a dit que c'était à dimension satanique, les électeurs de Donald Trump, qu'il y avait quelque chose de satanique là-dedans, qu'il fallait formellement les destituer ou les désorganiser, quelque chose comme ça. En gros, que le peuple de Trump devait littéralement disparaître. Ce qui veut dire que quelques années après une sortie qui lui a valu quand même de perdre les élections, elle dit pire encore, si je puis dire. Ce qui veut dire que le camp du bien, on va dire ça comme ça, l'empire du bien, comme disait Philippe Muret, aujourd'hui est tellement cerné et se réduit chaque jour qui passe, qu'il devient de plus en plus offensif, de plus en plus violent, et qu'il est encore pire que quelques années auparavant. Je pense qu'Emmanuel Macron, en réalité, il devient ce qu'il était programmé de devenir.
On sait par des, vous savez, dans le bouquin de Davellum, il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dessus. On sait que depuis le début, c'est un homme qui déteste, il veut pas, il refuse de déconcentrer le pouvoir, il veut agir seul, il choisit ses collaborateurs et il a un culte pardon, du secret et de l'opacité. Aujourd'hui, cet homme qui a le culte du secret et de l'opacité vit, à mon avis, un crépuscule. Il s'imaginait roi soleil et il est littéralement, il a quelque chose d'une fin de règne qui n'en finit plus. On est dans la nuit noire avec lui. Mmh. Donc aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce que cette nuit noire, qu'est-ce que ce crépuscule peut encore faire. Tout à l'heure, vous avez rappelé dans cette émission déjà qu'il a été contraint de nommer François Bayrou qu'il ne voulait pas dans des conditions ubuesques au cours de cette journée de vendredi. Il se retrouve donc avec en queue de comète, en queue de sa propre comète, si je puis dire. Il a débarqué il y a 10 ans, on disait que c'était merveilleux, il était jeune, il était beau, il était fringant. À 46 ans désormais, il paraît être sépulcral. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour lutter contre ce caractère crépusculaire? Évidemment, je sais que Charles Gave, notamment, a parlé sur votre antenne de l'article 16. La question revient. J'ai quand même, alors aujourd'hui, et alors Régis va peut-être me contredire en me disant que je suis peut-être trop jeune et trop optimiste, mais je le laisserai venir là-dessus. Je suis un petit peu sceptique sur l'article 16, quant à moi, parce que les conditions dans lesquelles les conditions qu'il faut réunir pour envisager d'actionner l'article 16 sont telles que déjà on l'a utilisé qu'une fois, c'était le général de Gaulle dans les circonstances que l'on sait, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. D'autre part, il faudrait quand même que les circonstances soient d'un autre tonneau qu'aujourd'hui pour qu'on invoque l'article 16. Vous allez me dire, tout est permis avec Emmanuel Macron, tout est permis à tel point que, vu l'état dans lequel nous sommes par rapport à il y a 7 ans, qui l'eût cru? Mais je pense quand même, personnellement, je crois que pour l'instant, Emmanuel Macron, il essaye de faire croire que nous avons une crise parlementaire. Il essaye de faire croire que c'est la responsabilité de tout le monde, sauf de lui-même. Il essaye de faire croire que c'est la faute du RN, la motion de censure, etc. Je pense qu'une nouvelle censure, une gestion calamiteuse par François Bayrou, ou je ne sais pas, le torchon qui brûlerait de trop entre Matignon et l'Élysée, je pense qu'à la première ou à la prochaine crise, je pense que l'isolement d'Emmanuel Macron entraînera sa démission. Je ne dis pas qu'elle sera faite en 5 minutes, je ne dis pas qu'il aura, comment dire, qu'il va accepter joyeusement et avec plaisir de partir. Je pense que le piège des institutions va se retourner contre lui. À moins, effectivement, qu'il sorte la carte maîtresse, je pense qu'il sera obligé de voir la fin de son mandat survenir, parce que je crois profondément, vous savez, qu'à force de tordre l'esprit des institutions, cet esprit, à mon avis, va lui balancer sa propre grenade dégoupillée en pleine gueule, et que le retour de boomerang, il ne pourra pas l'évacuer, d'autant plus, et je finis là-dessus, qu'il a, théoriquement, 2 ans et demi à tenir. Il a annoncé qu'il ne dissoudrait pas. Il a 2 ans et demi à tenir. Ce n'est pas 100 jours, ce n'est pas 90 jours, ce n'est pas un mois, c'est 2 ans et demi ainsi. Je ne crois pas une seule seconde qu'on puisse finir 2 ans et demi dans cette configuration. Voilà, donc on rappelle qu'il y a... Je vais vous donner la parole tout de suite, Régis de Castelnau. Donc voilà, on rappelle donc il y a 30 personnes qui ont été mises en garde à vue pour des tweets concernant le cyberharcèlement en ligne de Brigitte Macron. Aujourd'hui, on voit bien que la Macronie est à bout de souffle. Vous avez parlé de démission, Régis de Castelnau. Donc, est-ce que ça, pour vous, Régis de Castelnau, ça sera soit la démission, soit l'article 16, donc qui donne, on le rappelle, les pleins pouvoirs au président de la République, à Emmanuel Macron? Je suis aussi sceptique que Gustin concernant l'article 16. D'abord, les conditions initiales, le mode de fonctionnement, parce que le Parlement siège sans désemparer. Au bout de 2 mois, le Conseil constitutionnel procède à son contrôle. Déjà, ça me paraît très difficile. Deuxièmement, pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça réglerait du problème actuel d'Emmanuel Macron d'avoir l'article 16 ? Il pourrait embastiller les gens sans passer par la garde à vue et la loi Schiappa. Non, enfin, moi je vois pas vraiment l'intérêt. Il n'en a pas besoin. Non, je n'y crois pas. En revanche, la démission qui serait le service à rendre au pays, c'est évident. Cet homme aura tout détruit, tout bousillé.
Hein. Donc, je pense que ça peut venir, parce qu'il ne faut pas oublier comment il est arrivé au pouvoir, sorti de nulle part. Il n'avait jamais rien fait auparavant, il n'a jamais dirigé une entreprise, participé à une élection, il a joué au tennis au Touquet, hein, avec madame. Et donc, on nous choisit ce gars-là à la haute fonction publique d'État socialiste, l'a choisi, le présente à l'oligarchie. Il va à Las Vegas voir Bolloré, il voit Arnaud, Pinot et tout, et les gars disent OK, et ils mettent leur presse à son service. Il obtient de la justice que celle-ci fasse un raid judiciaire contre le favori de l'élection présidentielle, c'est-à-dire François Fillon, et voilà que ce gars est élu. Bon, donc moi je vois aussi à un moment où ces grands intérêts-là diront attends, ça suffit. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec François Hollande? François Hollande, un beau jour, il a eu une visite de gens qui sont venus le voir avec les résultats des sondages qui montraient qu'il était le seul à pouvoir être battu par Marine Le Pen au deuxième tour. Les historiens nous le racontent. Eh bien, il a dit, je ne peux pas me représenter. Je n'étais pas représenté et il y a eu une solution Macron qui a été mise en place. Je ne peux pas être complotiste, mais c'est aussi comme ça que fonctionne la politique. Alors, je pense que quand ça deviendra trop critique et que les grands intérêts verront que l'acharnement, l'obstination d'Emmanuel Macron les met en danger eux-mêmes, je pense qu'à ce moment-là, il sera poussé vers la sortie et je pense qu'ils trouveront des arguments pour ça. Alors, on vous entend plus, Régis de Castelnau. On vous entend plus, malheureusement. Je pense que c'est un problème avec votre oreillette. Mais je pense que Guilain Benessa, je vais vous donner le mot de la fin, puis on va conclure là-dessus. Donc sur comment donc 2 ans et demi, Emmanuel Macron, comment vous voyez la liberté d'expression sous la Macronie pendant 2 ans et demi en quelques mots. Mon confrère vient dire je pense qu'il a complètement raison. Je pense qu'on peut résumer ça par une formule très simple. Soit Macron se débranche, soit il sera débranché. S'il se débranche lui-même, c'est que tout d'un coup, il y aura un sursaut. Ça, je crois absolument pas, un sursaut personnel. C'est-à-dire que Emmanuel Macron devrait devenir quelqu'un d'autre. En fait, vous savez, il y a une chose très simple. Il paraît que quand il était chez Rothschild, avant de basculer dans la politique, il était séduisant. Il appelait les gens mapoules. C'est comme ça qu'il bossait avec ses collaborateurs. Mapoule, paraît-il. Et il mapoulise tous les gens qu'il côtoie. C'est-à-dire qu'il est dans une séduction immédiate. Cet homme qui mapoulise tout le monde, si je puis dire, est un homme qui n'est jamais devenu président de la République, jamais. Donc je ne pense pas qu'il va le devenir demain. Le costume est trop grand, et pourtant il le connaît, il l'a appris à l'école et après à l'ENA, mais il ne le comprend pas. Donc il ne va pas se débrancher. Mais quand je dis on va le débrancher, soit, et Régis a raison, il va être débranché parce que les intérêts qui le téléguident depuis le début ont intérêt à avoir un autre président, soit, et j'y crois vraiment, je pense qu'à un moment, vous savez, on va le débrancher ou il va être débranché. Ça veut aussi dire que quand je parle des institutions, vous savez, les institutions, elles ont à leur tête une constitution. La constitution, la propriété de la constitution, c'est le peuple souverain. Je pense qu'on peut jouer avec le peuple 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment, vous ne pouvez plus. Donc je pense que il finira d'une manière ou d'une autre à vivre une espèce de déception de trop, de crise de trop, de chaos de trop que lui-même aura engendré. Je pense que d'une manière ou d'une autre, il risque d'être débranché. D'une façon ou d'une autre, selon des modalités que nous ne connaissons pas. Je ne crois absolument pas que la politique française, aussi imprévisible qu'elle soit depuis seulement 6 mois, puisse tolérer 2 ans et demi. 2 ans et demi, ça veut dire quoi ? 30 mois encore. 30 mois encore dans cette situation et cette configuration. Il va y avoir tellement de problèmes, de dysfonctionnements et de folies, à mon avis, successifs qui vont être engendrés. Il y a quelque chose qui va survenir d'une façon ou d'une autre. On va voir le résultat, mais je pense qu'il finira par être débranché. Et ça ne viendra pas du haut, donc ça ne viendra du bas, donc du peuple. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, évidemment. Chers auditeurs, merci à tous les deux. Merci Régis de Castelnau. On vous retrouve jeudi pour la chronique Justice avec Alexandre Langlois. Et merci à vous, Guilain Benessa. Je rappelle le titre de vos 2 derniers livres, Le référendum impossible et On marche sur la tête, la France, l'UE et les mensonges, tous les deux aux éditions L'Artilleur. Merci à tous les deux.